Alors, bienvenue à tous et toutes à mon petit entretien, en fait le premier de l'hiver 2018. Alors, une série qui permet de connaître des auteurs et de s'entretenir avec eux. On a le plaisir, d'abord je me présente, je suis Louise Levac, je suis professeure de géographie ici à Édouard-Montpetit, mais je suis également directrice générale de la Société historique et culturelle du Marigot. Et c'est avec grand plaisir que je reçois aujourd'hui mon prédécesseur, Michel Pratt, puisqu'il était le directeur général et président de la Société historique et culturelle du Marigot jusqu'à il y a 2 ans. Et Michel Pratt est un historien renommé, sûrement la personne qui connaît le mieux l'histoire de Longueuil et de ses diverses parties et de ses anciens noms, notamment, qu'on va évoquer aujourd'hui. Un historien, donc, qui a été professeur également et qui a publié une vingtaine d'ouvrages jusqu'à présent. Et je dis une vingtaine d'ouvrages jusqu'à présent parce qu'il vient de se lancer dans une grande aventure, qui est l'aventure de la fiction, puisque avec La jeune Parisienne de Coteau-Rouge, qui est le roman dont on va parler aujourd'hui, bien, c'est le premier roman de Michel Pratt, d'une suite de romans, j'imagine. On verra. Alors, bienvenue, Michel. Bien contente de m'entretenir. Je vais être obligée de te tutoyer parce que vraiment, je ne suis pas capable de faire autrement. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Bon, voilà. Donc, ton roman, c'est La jeune Parisienne de Coteau-Rouge. Alors, pour ceux et celles qui ne sauraient pas c'est quoi Coteau-Rouge, c'est un petit peu intriguant. C'est quoi exactement? Il y a des fois, je suis obligé de le préciser dans des communiqués. Vous m'entendez au fond, là? Oui. Alors, Coteau-Rouge, en réalité... c'était une partie de ce qu'on appelait, avant la fondation de Jacques-Cartier, la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine. Donc, ça avait un nom gros de même. Et ça datait d'aussi vieux que le village de Longueuil, là, dans les années 1840. Et la raison pour laquelle il y avait un quartier Coteau-Rouge, c'est fondamentalement et surtout parce qu'il y avait une rue Coteau-Rouge. Il y avait un chemin Coteau-Rouge. Et ce chemin-là date carrément du début de la Nouvelle-France, ou presque. On va dire à peu près dans les années là, 1710, 1715. Déjà, on voyait finalement la présence dans les actes notariés de ce toponyme-là. Le coteau, c'est pas très difficile à comprendre. Pourquoi c'est coteau? C'est tout simplement, là, même aujourd'hui, c'est observable. Si vous allez sur le boulevard Sainte-Foy, qui est l'ancien chemin Coteau-Rouge, à la hauteur du boulevard Quinn, à peu près dans ce coin-là, vous allez voir que c'est surélevé par rapport aux routes. Si vous venez, par exemple, du Vieux-Longueuil, puis vous en allez dans Jacques-Cartier, vous avez une petite pente à monter, puis c'est pas juste sur la rue Quinn, là, c'est les rues avoisinantes. Alors, un coteau, c'est ça, c'est une petite masse, là, pas très, 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 très élevée. Et le rouge, ça, c'est problématique. il y a eu des légendes urbaines. La légende urbaine la plus solide, c'est-à-dire que, finalement, les Britanniques étaient arrivés sur Coteau-Rouge, mais ils avaient leur uniforme rouge. Alors, ça, c'est la légende vraiment urbaine, là, mais ça ne se peut pas. Parce que les Britanniques ne sont jamais venus sur Coteau-Rouge, pas du tout. Alors, je vous dirais que la couleur rouge, ça c'est mon hypothèse, hein? Donc c'est une hypothèse, ce n'est pas une certitude absolue, mais la couleur rouge, vous devez savoir que le coteau, il était entouré d'atoka, OK? Rouge, d'accord? Et puis ça vit dans les marécages et ainsi de suite, de chaque côté du coteau. Alors puis c'est bien marqué dans les actes notariés, là. C'est marqué « Région des Atokas ». Alors, ça ne peut pas être plus clair que ça. Alors, probablement que ça a probablement teint en partie la terre. La terre devait être plus rouge qu'ailleurs, et ainsi de suite. Puis bon. Alors, ça pourrait devenir là l'expression « coteau rouge ». Coteau, c'est pas... c'est rien d'extraordinaire. Il y a un coteau à Saint-Bruno, il y en a un petit peu partout. Mais ces appellations-là sont présentes. Mais c'est ça. Bon. Maintenant... Pour répondre davantage et plus précisément à ta question par rapport à Longueuil,
Bon, Côte-Rouge, c'était un chemin, un des plus vieux chemins de Longueuil qui, malheureusement, en 1957, a été changé par le conseil municipal de Jacques-Cartier par un échevin qui trouvait que Côte-Rouge, le nom avait une trop mauvaise réputation. Alors, on a essayé toutes sortes de noms, là. Puis finalement, on a retenu Sainte-Foy qui n'a aucun, mais zéro rapport avec l'histoire locale ou même régionale. Ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Mais c'est devenu Sainte-Foy depuis ce temps-là. Le Marigot, en 2007 exactement, a fait poser à 3 endroits sur le boulevard Sainte-Foy une enseigne avec une forme d'héraldique où c'est marqué « Ce chemin était autrefois le chemin Côte-Rouge ». Il y en a un au coin de Sainte-Hélène, un à peu près où est-ce qu'est la croix de chemin, qui sont fait enlever, ça a l'air, ou vandalisés, et puis un très, très près du chemin de Chambly. Mais ce n'était pas tout ce qui était Ville-Jacques-Cartier. Jacques-Cartier avait des appellations autres aussi. Il y avait Longueuil-Annexe. Et Longueuil-Annexe... c'est tout près d'ici? Oui, c'est plutôt près d'ici. La limite, c'est à peu près le chemin de Chambly, Sainte-Foy, mais on s'en va jusque dans Notre-Dame-de-Grâce facilement. Longueuil-Annexe. C'était pas une entité municipale différente. C'était comme des quartiers qui utilisaient ce nom-là pour se repérer. D'accord? Côte-Rouge, ça n'a pas juste un chemin. Hein? Ça partait à la limite de Montréal-Sud, puis ça allait jusqu'à Saint-Jean-Vianney, là, c'est-à-dire, à l'époque, Saint-Jean-Vianney, ça s'arrêtait à la rue Bourgard. Et puis c'était gros, là, Saint-Jean-Vianney quand même. Et ça comprenait à l'origine même la paroisse Notre-Dame-de-la-Garde, la paroisse à l'origine. C'est devenu des paroisses, d'autres paroisses plus tard. Mais c'était quand même assez gros. Donc, puis vous aviez de l'autre côté du chemin de Chambly, c'était tout à fait distinct. Ce qui était le plus distinct, de l'autre côté du chemin de Chambly, dans ce territoire-là qui est devenu Jacques-Cartier, c'était certainement Fatima. Fatima, c'était à l'autre bout complètement. C'est très, 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 très près de la route 20, du pont Hippolyte-Lafontaine. Et c'était tellement loin et, je dirais, séparé des autres qu'ils ont développé comme une sorte de mentalité qui était la leur. Et ces gens-là disaient jamais « je fais partie de Jacques-Cartier ». Ils disaient « je reste à Fatima ». Si bien que les Longueuillois, beaucoup de Longueuillois ont toujours pensé que Fatima était une ville. Une petite ville, un petit village, mais c'était pas ça du tout, c'était une constituante sur le bord de l'eau, là, sur Marie-Victorin et ainsi de suite. Très petite, mais très, 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 très serrée, là, OK? Entre eux autres. Et la dernière partie, là, qui s'appelait d'un autre nom complètement différent aussi, c'était Sacré-Cœur. Sacré-Cœur était de l'autre côté du chemin de Chambly. Alors, ça, c'est le curé Gamache qui était là depuis très longtemps. Ça a comme vraiment tout le temps porté ce nom. Ils n'ont pas voulu se faire appeler Côte-Rouge, Longueuil-Annexe, Fatima. C'est carrément Sacré-Cœur. Qui était là. Puis, bon, il y en a eu d'autres paroisses, mais... Oui, bien, en fait, on parle de secteur de Ville-Jacques-Cartier. Oui. Ville-Jacques-Cartier qui a existé de 1947 à 1969. Ouais. Et justement, l'action du roman se déroule en 1947, au moment où Ville-Jacques-Cartier est créé, mais dans ce secteur qui est Côte-Rouge, qui existait avant 1947. Ouais. Et donc, une jeune Parisienne avec sa famille débarque à Côte-Rouge. Ouais. Et découvre tout un monde. Oui, mais c'est une situation vraiment exceptionnelle parce que, bon, c'est une Parisienne, d'accord? Donc, elle est en France, elle est dans une région très, très, très urbanisée déjà. Tu sais, les rues sont faites toutes, puis bon, c'est bien structuré. Et elle arrive dans un... En fait, pour elle, c'est un petit village, puis bon... Il y a des surprises. Tu es en pleine campagne parce que, bon, évidemment, ce qui arrive, c'est que Jacques-Cartier, à cette époque-là, n'avait pas d'aqueduc. Hein? Donc, l'eau courante n'y était pas. Ensuite, l'électricité, il y en avait, mais de façon très épisodique. Il ne fallait pas prendre trop d'électricité, sinon les lumières, là, comme on dit, baissaient, toute la kit, puis bon. Alors, c'était assez particulier, mais elle, qui vient de Paris, puis qui arrive ici, on est à 10 km de Montréal avec le pont Jacques-Cartier, puis tout ça, à peine 10-12 km,
Et puis elle arrive ici, puis il n'y a pas de toilette, là. Tu sais, c'est comme en plein hiver en plus. C'est des hivers beaucoup plus rigoureux qu'en France à l'époque. C'est un changement, je dirais, radical. Ses parents étaient prêts, eux autres, à assumer ça au point de départ. Elle est ici, elle vient ici, elle accompagne ses parents. Elle n'émigre pas, elle accompagne ses parents pour voir si elle ne pourrait pas réaliser son rêve d'enfance qui était de chanter dans les cabarets. Parce qu'elle a une superbe voix, assez comparable à celle d'Édith Piaf d'ailleurs. Mais en France, là, le marché étant ce qu'il est, c'est un gros marché, mais en même temps, c'est très contrôlé. Donc, elle n'a pas de passe pour réaliser cette partie de rêve-là. Alors, elle vient tenter l'expérience à Montréal en disant, mais peut-être que si j'arrive à faire quelques cabarets puis que je chante, bien là, je réaliserai probablement une partie de mon rêve ailleurs. Et peut-être qu'après ça, je pourrais retourner en France et faire ce que je voulais. Mais c'est pas n'importe quel type de personne. C'est pas Édith Piaf, là, dans sa jeunesse du tout. Ses parents, son père, entre autres, était journaliste à Paris pour un journal, un quotidien, donc quand même quelqu'un de très informé, qui tenait à ce que sa fille ait une bonne éducation et qu'elle ait éventuellement un emploi là, performant, qu'elle aimerait, et ainsi de suite. Elle a fait sa pédagogie en France. Elle savait, même en venant ici, que le chant ne pourrait être pour elle probablement qu'un intermède, mais qu'elle voulait absolument réaliser, tester. Et elle savait que fort probablement, après quelques années, au max, elle s'en irait dans l'enseignement. Parce qu'elle va avoir, finalement, elle va avoir réussi son cours en pédagogie. Donc, elle est certaine que fort probablement, elle va finir sa vie en pédagogie. Mais là, à l'âge qu'elle a, elle est très jeune. Hein? Elle a 20 ans, elle va avoir 21 ans en cours de route. Donc, elle va devenir majeure. Donc, elle est vraiment très, très jeune. Et elle se sent le temps de réaliser une partie de ses rêves. Elle veut vraiment pousser au max pour voir si effectivement son talent ne pourrait pas l'amener ailleurs. Alors, c'est vraiment particulier. Et elle a 20 ans et puis elle est dans l'univers de Coteau-Rouge, puis elle va découvrir aussi un autre univers qui n'est pas très, très loin, qui est celui du Vieux-Longueuil. Ouais. Puis Coteau-Rouge et le Vieux-Longueuil, et Longueuil, en fait, ouais, Longueuil, parce que c'est une ville, c'est deux univers complètement distincts, mais elle va tomber en amour avec un beau jeune Longueuillois. Ah, oui. Et il va y avoir des... Ah oui! Non, c'est comme on m'a demandé à un moment donné si c'est autobiographique. Je dis non. C'est pas moi du tout. Là. Mais tu n'avais pas rencontré une fille de Coteau-Rouge? Oui, ça c'est vrai. J'ai mon ami André Forcé, le cinéaste, qui m'a téléphoné, je pense, hier, puis qui m'a dit « Michel, c'est autobiographique. » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a d'autobiographique là-dedans? » Il dit « T'es tombé en amour avec une fille de Coteau-Rouge, toi, le gars du Vieux-Longueuil. » Je dis, ouais, bien, c'est à peu près tout, par exemple. Pour le reste, là, je ne suis pas millionnaire, je veux dire, je n'ai pas été en France pour étudier. Je l'aurais voulu, mais je n'ai pas été. Bon. Alors oui, c'est des milieux quand même très différents, voyez-vous, parce que, juste une idée comme ça, elle commence vraiment de façon très dure, là, parce que quand elle arrive, là, elle n'a pas d'amis, elle ne connaît personne, puis elle veut chanter. Puis elle s'est fait toujours accompagner de son orgue de barbarie. Qu'elle transporte. Et là, ce qu'elle s'est dit, le monde, où est-il? Bien, le monde, à l'époque, ils remplissent les églises. Donc, c'est là qu'ils sont tous. Alors, je vais chanter, entre autres, La vie en rose, Piaf. Bon. Entre autres, elle, mais pas juste elle. Et donc, elle chante devant les églises, puis elle commence par l'église de Saint-Jean-Vianney, qui existe encore aujourd'hui, sur Saint-Georges et Bourgaz, une petite église de bois, et dont l'église est assez particulière, est au sous-sol. Même si l'on construit comme église, elle n'occupe que le sous-sol. Et l'étage supérieur, qui devrait normalement être l'église, ce sont des classes qui sont là. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'en 1947, là, c'est un véritable boomtown qui existe à Jacques-Cartier. Ce n'était avant que des agriculteurs. Et là, il y a eu beaucoup de spéculation. Et là, ça rend à grande porte sur ce territoire-là. Tellement nombreux, puis avec tellement pas de services, finalement, qu'il y a comme vraiment une situation excessivement difficile. Les infrastructures ne sont pas capables de résister à ça. Les classes, ça, ils ouvrent des classes dans les résidences privées, à Sainte-Hélène. Même dans une salle de billard qui a été transformée en classe. Une salle de billard, oui, c'est ça exactement. Une salle de billard où
pendant la journée, on prend une plaque de bois, là, un J-Proc, là, puis quelque chose de genre, puis on le met sur les tables. Là, les étudiants s'entassent alentour de la table, et puis ils reçoivent, puis avec leur manteau, ça ne va pas être chauffé. On a des photos comme ça, là, où ils ont leur manteau en classe. Et puis là, quand arrive le soir, tout de suite, oups, on enlève les planches. Là, les étudiants sont partis. Puis là, le soir, ben, c'est la salle de pool. Alors, c'est quand même assez spécial. Alors, pour revenir à elle, ben, elle chante comme ça. Puis évidemment, elle n'a pas le soutien des curés. Elle a le soutien des gens qui viennent la voir, même que les curés se font avoir. Puis ça les brûle parce que elle commence à chanter à l'extérieur à peu près 5 minutes avant la fin de la messe. Si bien qu'à un moment donné, quand le curé arrive à la communion, il se retourne. Puis lui, avant, l'Église, c'était comme ça. Hein, le prêtre ne se retournait pas pour regarder les fidèles. Il regardait l'autel, puis il ne regardait pas. Il était tout le temps de dos. Mais quand il se retournait pour arriver en présentant l'hostie, puis tout ça, pour donner la communion, qu'est-ce qu'il voyait? C'est que tout le monde, pas tout le monde, une bonne partie des gens sortaient finalement de l'Église pour aller l'entendre tout de suite. Alors, ça le met en furie. Il va véritablement même dire sa façon de penser au personnage principal, là, qui s'appelle Mireille. Et il va lui dire, bien, écoutez, là, je viens de comprendre quelque chose parce que je regarde ce que vous avez dans votre panier, là, vous avez de l'argent. Vous en avez plus qu'à notre quête, tu sais, quasiment, là, c'est comme... C'est pour ça que ça baisse, là. Je m'en rends compte aujourd'hui, tu sais, vous faites, autrement dit, vous faites tort à l'Église, puis bon... Alors là, ils vont aller voir évidemment ses parents. Ils vont lui dire, écoutez, il y a des règlements, la foi chrétienne, on ne voit pas l'Église, on devrait vous voir. Et puis, bon. Fait que finalement, eux autres, ils décident d'aller dans une autre paroisse, comme par exemple Sacré-Cœur. Puis là, c'est le même pattern, Sacré-Cœur, ça prend vraiment, mais c'est très, très, très pauvre. Alors, il n'y a pas grand-chose dans le chapeau, là. Mais finalement, ils essaient le grand coup. Puis le grand coup, c'est d'aller évidemment, à ce qui est aujourd'hui la cathédrale Saint-Antoine. Mais tu sais, à Longueuil, c'était l'édifice le plus haut, le plus imposant, très, très, très prestigieux. Et les gens n'ont pas les mêmes salaires, évidemment, qu'à Ville-Jacques-Cartier. Ça, c'était vraiment rendu Ville-Jacques-Cartier. Et c'est sûr qu'elle, quand elle est sur le parvis, à un moment donné, puis elle se met à chanter, bien là, les gens sont surpris de voir l'appareil, premièrement. Hein, bon. Un acte de barbarie. Puis ensuite, c'est une très belle femme. Puis elle a surtout une superbe voix. Alors, les gens arrêtent. Puis au lieu d'être des 5 cents puis des 10 cents, mais c'est des 25 cents. Puis, tu comprends? Alors, elle fait à peu près le triple, le quadruple de revenus de ce qu'elle faisait, évidemment, dans Jacques-Cartier. Mais là, il y a quelqu'un qui est là et puis qui l'observe. Puis c'est un jeune qui est de son âge, en réalité. Il a juste un an de plus. Qui finit ses études en droit à l'Université de Montréal et qui se rend compte que c'est une Parisienne. Mais lui, il finit ses études à l'Université de Montréal et son objectif, c'est d'aller étudier à l'Institut d'études politiques à Paris. Alors, il rêve de ça, comme j'en ai rêvé moi-même d'ailleurs, c'est vrai. Alors, il veut lui poser des questions. Ça l'intéresse, cette Parisienne. Elle connaît Paris, évidemment, elle en arrive, puis elle pourrait l'aider considérablement dans ses choix, dans les façons de faire, se trouver un appartement, puis tout ça. Fait qu'il il dit à un moment donné, bien, vous ne seriez pas intéressé à ce qu'on se parle là-dessus. J'aimerais vraiment ça. Puis elle va donner suite d'elle-même. Ils vont se rencontrer dans le... Les gens ne savent pas ça. Ce parc-là, c'est un drôle de parc. C'est le parc Saint-Jean-Baptiste à Longueuil. Mais vous savez, il y a un parc triangulaire à côté de l'ancien hôtel de ville de Longueuil, là, qui n'est pas très gros. On l'appelle le parc Saint-Jean-Baptiste depuis toujours. Mais ce nom-là n'est pas officialisé. Mais qu'importe, c'est là qu'ils se rencontrent. Puis pour faire exprès, il y a un monument qui est là et qui souligne finalement les soldats canadiens, longueuillois en particulier, Montréal-Sud aussi, qui ont participé à la Première Guerre mondiale et ainsi de suite. Alors, ça l'impressionne vraiment parce qu'il y a plein de villages qui sont là. Et elle les connaît fort bien. Elle dit, mon Dieu, je ne pensais pas que la liaison peut aller aussi loin que ça. La langue, oui, mais en réalité, dans le fond, je me rends compte qu'on a eu des expériences très récemment qui sont communes et qui défendent les mêmes valeurs, la démocratie, la liberté d'expression et ainsi de suite. Alors, là, ce qu'il va y avoir, mais vous imaginez, c'est quoi? Hein? Parce que lui, il vient d'un milieu vraiment bourgeois, une superbe maison de grand luxe.
Son père est un des gros avocats qui a un bureau à Outremont. Sa mère est au foyer, mais sa mère est vraiment spéciale. C'est pas un personnage agréable. Oui, bien, c'est-à-dire que, compte tenu de mais ça se dit pas tout à fait comme ça, mais presque. Tu vas trouver ça rough and tough avec Jacques Cartier. Elle dit, elle est de l'autre bord de la traque, hein? Ouais, le bord de la traque, c'est le chemin de fer Montréal-Sorel, tu sais. Ben, la piste cyclable. La piste cyclable. Il dit, ouais, tu sais, lui, il dit, qu'est-ce que ça fait, c'est de l'autre bord de la traque. Ah, ben là, mon ami, rough and tough. Et elle, là, elle s'oppose, là, de façon totale à ce que son fils puisse avoir une relation avec quelqu'un qui vient du milieu ouvrier, pour elle, très, 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 très pauvre. Ils ne sont pas tant que ça, la famille de ses parents. Ils ont quand même... ils travaillaient pour un journal quand même assez important à Paris. Il y avait quand même des revenus puis de l'économie, mais... Puis même qu'à Côte-Rouge, c'était quand même assez... Il s'était quand même bien placé, mais ça ne suffisait pas. Là, c'était comme... aïe, aïe. Et l'intrigue de ça, c'est que dans le livre, finalement, c'est que elle va avoir à surmonter énormément d'handicap. Jusqu'en 40 dans la maison, là, elle a une petite maison là, au coin de Sainte-Foy puis Sainte-Hélène. Maison typique, un étage, 2 chambres à coucher, puis un petit salon, pas d'eau. Alors là, elle rentre dans la maison de son nouvel ami, dans le fond, puis à l'intérieur, là, c'est des peintures comme il y a au château du Dufresne à Montréal, sur les plafonds, c'est des toiles, c'est grand, puis le terrain est incroyablement grand. Alors, même quand elle vient pour rentrer, elle dit tout de suite, « Oups, c'est vraiment pas ça que j'ai chez nous. C'est vraiment pas mon milieu. » Et pour là, déjà, la montagne, elle devient très, très haute. Alors, elle sait que ça ne se fera pas comme ça. Alors, il y a une partie importante dans l'intrigue du roman. C'est l'intensité conflictuelle qu'il y a entre la mère du petit bourgeois et puis, évidemment, la prétendante pour son fils. Son père est un personnage de compromis. Absolument. C'est un avocat, qui lui est capable de tamiser les choses et de relativiser les choses. Puis pour lui, l'important, c'est que son fils réussisse à terminer avec mention son baccalauréat en droit à l'Université de Montréal, parce qu'il a un bureau d'avocat et bien sûr, c'est la relève. Son fils est la relève et il ne s'objecte pas du tout à ce que son fils a étudié à Paris, à l'Institut d'études politiques de Paris, parce qu'il y a un volet que lui ne développe pas tellement, c'est le droit international. Alors, si son fils était capable de prendre, je dirais, la relève, parce que c'est certain nouveau pour lui, en droit international pour son bureau d'avocat, bien, il en serait excessivement heureux. Donc, il ne veut pas froisser son fils, il ne veut pas provoquer des scissions tout de suite avant même qu'il ait terminé ses études. Alors, la relation père-fils dans ce cas-là est vraiment même, je dirais, assez extraordinaire. Là. Alors, bien, ça va être ça, mais elle, ce qui va arriver entre-temps, c'est que elle lui dit toujours à son chum, regarde, elle va se trouver un job finalement, hein, parce qu'en face de sa maison, juste en face, c'était une des toutes premières écoles, vraie école là, de Jacques-Cartier. L'école Saint-Ernest, on l'a même appelé l'école Côte-Rouge à un moment donné, parce qu'elle était juste à côté de Côte-Rouge. Alors, je le disais tantôt, là, c'était le boomtown, la ville champignon, pour être plus précis. Et les étudiants rentraient de partout, ils n'étaient pas capables de déplacer. Alors, il y a une sœur qui avait le contrat de la gestion, qui est arrivée de la Saskatchewan avec ses autres sœurs. Et cette sœur-là, elle a appris par les pères franciscains qu'elle avait un diplôme en France d'enseignement. Elle va la voir, puis elle lui dit, veux-tu venir enseigner? Il manque carrément une personne. On rentre aujourd'hui. Elle était sur le balcon pour regarder les enfants rentrer. Elle dit, tu commences après-midi si tu veux. Puis on arrangera les détails après. Alors là, elle n'avait absolument rien. Puis là, oui, elle a eu sa formation en France là-dessus. Donc, la transition est quand même facile. Puis elle est contente de faire quelque chose, là. Alors, mais là, à un moment donné, elle dit tout le temps à son chum en cours de route, écoute, c'est bien ce que je fais là, mais je l'aurais fait en France, là. Tu comprends-tu? C'est ça que j'aurais fait en France si j'étais resté en France. Donc, pour moi, qui est venu au Québec, je ne suis pas venu au Québec vraiment pour ça. C'est bien le fun parce que
je vais avoir mon année de crédit pour faire mon stage. Je vais avoir en France, comme je n'avais pas manqué une année du tout. Ils vont me l'accréditer, puis je vais pouvoir commencer à enseigner si je veux enseigner là-bas. Alors, puis ça, elle dit ça souvent à son chum, tu sais. Oui, c'est le fun, mais bon. Et puis, finalement, c'est son père va un emploi, finalement, grâce au consulat français à Montréal. Et un emploi qui est assez intéressant, mais très intéressant, c'est journaliste, animateur à Radio-Canada International. Ça existait déjà, Radio-Canada International, sur onde courte. Et à un moment donné, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que son père sait que sa fille a du talent et il va profiter, entre autres, à un moment donné, du fait que les Joyeux Troubadours, finalement, leur chanteuse était malade, elles étaient grippées et ainsi de suite. Alors, il a reçu un coup de téléphone. Écoute, on a besoin de ça immédiatement avec les Joyeux Troubadours pour faire une émission. Elle le ferait-elle? Est-ce qu'elle chanterait? Alors, elle, évidemment, c'est fou. Là, c'est sa première occasion de se faire connaître du grand public Montréal. Tout le monde écoute les Joyeux Troubadours. Alors, et puis après ça, il va la faire chanter à Radio-Canada International. Donc, elle va être entendue à Paris. Et à Paris, il y a un impresario qui reconnaît ça, parce qu'il s'intéresse au Québec, au marché du Québec. Il dit « Wow, cette fille-là, là, la voix, c'est comme aïe aïe. » Alors, je vais absolument la contacter. Alors, voilà. Est-ce qu'elle va partir? Mais là, lui, ça ne fait pas son affaire, son chum. Parce que là, au début, il aimait bien la Piaf, la petite fille qui chante, le talent, puis tout ça. Mais là, elle commence à rentrer dans des bars à Montréal, dont un bar contrôlé par Cotroni. Et lui, il est comme journaliste, là. Pas journaliste, avocat. Oui. Alors là, tu sais, je suis là, Cotroni est à côté de moi. Sur la main. La PEG montréalaise est là. C'est au Faisan Doré. Jacques Normand est là aussi, toute la gang. Mais c'est une bonne affaire qu'elle va venir chanter tous les soirs, 5 jours par semaine, parce qu'elle se fait le contrat sur la table. Tu sais, on t'engage pour chanter la première partie d'Aznavour, supposons. Alors, puis elle ne peut pas manquer ça, mais son chum, là, une minute, là, si tu vu la gang qui est là, rue Saint-Laurent, Sainte-Catherine, tu sais, les prostituées qui sont à 2 pas, lui, c'est sa carrière aussi, là, tu sais, se faire une réputation de droit criminel plutôt que de droit international. Puis, alors là, il commence à prendre ses distances, il commence à se poser des questions. Et puis, c'est ça qu'on va voir, là, c'est que comment ça va finir. Oui. Voilà. Bien, d'ailleurs, sans le révéler, il y a une fin ouverte, ce qui donne l'impression qu'il va y avoir une suite. Oui, Je sais pas. Je me fais poser souvent cette question-là. Ouais, il y a même des gens qui m'ont dit, je suis resté sur ma faim, quand est-ce le prochain? Ça arrive souvent, là. Oui, j'ai fait exprès. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, par contre. Mais non, mais je me suis donné une porte de sortie. J'aurais pu finir le roman autrement. Moi, j'ai fait du scénario en film et je connais c'est quoi la dramatique que j'ai faite avec Forcier en plus. Alors, j'aurais pu arrêter, puis j'en ai parlé à Louise. Qu'est-ce que tu en penses, Louise? J'aurais pu arrêter complètement le livre à l'avant-dernier chapitre, tu sais. À un moment donné, elle revient du Faisan Doré, puis son chum s'attend à ce qu'elle fasse l'amour. Ils sont tout jeunes mariés, là, hein? Puis elle est craquée, elle chante dans l'auto, là, les chansons qu'elle a entendues au Faisan Doré, puis qu'elle a elle-même chanté, puis bon. Et là, elle se retourne de bord, tu sais, dans le lit carrément, elle l'embrasse, mais elle se retourne de bord, puis ça aurait pu finir, tu sais, c'est passé à un once de finir comme ça. Parce que tu sais que elle va chanter. La réponse, c'est ça, elle va chanter. C'est pas le reste. Ce qu'il en pense. Oui, c'est ça. Alors, puis c'est tout, puis c'est vrai, puis je vais le faire. Tu sais. Là, elle est contente de le faire. Puis ça aurait pu finir comme ça. Mais là, j'ai dit, je finirais dans tabarouette. Si je finis comme ça. L'autre, c'est une fin beaucoup plus classique. Beaucoup plus classique. Là, mais que tu ne révéleras pas. Non, mais non. Non, c'est une sorte d'happy ending qui ouvre beaucoup la porte à une continuité. Oui. Mais je ne sais pas encore si je vais la faire, la continuité. Parce que j'ai un autre projet de roman, tout le temps historique, qui est sur la table, là,
Et puis là, il y a des gens qui me disent, y a-t-il une suite? Là, moi, je suis en train de travailler d'autres choses. Tu sais, on verra. Justement, si c'est un autre roman historique, ça veut dire que l'expérience a été fructueuse ou intéressante parce qu'il y avait quand même un défi. Ouais. Tu es habitué à écrire des livres d'histoire et là, tu écrivais de la fiction. C'est pas la même chose. Pas du tout. Là, mon défi, je vais être très honnête avec vous, cet ouvrage-là, puis c'est à la dernière seconde que j'ai pris la décision. Parce qu'il ne s'appelait pas La jeune Parisienne de Coteau-Rouge. Hein? Il s'appelait La petite Piève du Québec. Mais La petite Piève du Québec, c'est Québec at large. Là. Puis là, je me suis dit, là, je ne veux pas me péter la gueule, comme on dit dans le milieu, tu comprends? Fait que je vois, là, dans le quartier, mais pas dans le quartier carrément, là, dans l'agglomération de Longueuil, la Rive-Sud, je suis comme très, très, très à l'aise. Je connais très, très, très bien, évidemment, l'histoire de cette région-là, les personnages. Et là, je me suis dit, je vais plutôt faire un roman presque régional. On n'en parle pas de romans régionaux, mais vraiment un roman presque régional, où là, je vais tester mon style. Je vais tester mon style d'écriture. Si je mets trop d'informations historiques ou passées. Et puis là, je vais voir la réaction des gens. Puis c'est ça. Tu sais, si je me casse la gueule, comme on dit dans le métier, dans le jargon, là, je me la casserai, mais tu comprends-tu, ça sera vraiment petit, là. Ça sera vraiment ciblé. Et moi, je travaille présentement, en fait, c'est pas un job, là, mais c'est du bénévolat, mais ça fait 20 ans que je suis le secrétaire général de la Fédération Histoire Québec, qui regroupe au-dessus de 280 organismes d'histoire, de patrimoine et de généalogie. Et puis, je suis le président des éditions Histoire Québec qui publie les livres d'histoire de ces sociétés-là. Alors, j'ai comme fondé cette maison d'édition-là, qui est une maison d'édition à but non lucratif. Alors, moi, mon cercle, présentement, il est national. Je ne peux pas me permettre, tu comprends-tu, de manquer mon coup, parce que ça aurait eu des retombées, là, vraiment nationales. Alors, j'ai voulu vraiment focusser ici, là, sur la région, là. Et puis, voyez-vous, il y a des choses que... Ça, c'est une question qu'on pose souvent des fois dans des ateliers. Pas forcément que j'ai fait, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est quelque chose qui vient souvent. À l'époque, je n'avais pas fait de roman, mais on m'invitait comme historien. Puis qu'accepteriez-vous qu'on mette comme histoire dans un roman? Tu sais, c'est quoi la pondération, puis tout ça? Les gens... moi, ce que je voulais faire, honnêtement, je me disais, je vais être le plus historien de tous les romanciers du Québec. Alors, j'en ai beurré épais au départ, mais j'ai retiré beaucoup, beaucoup de choses. Premièrement, parce que il y a une maison d'édition qui m'a dit, écoute, on n'est pas habitué à ça, c'est nouveau genre. Tu sais, c'est un nouveau genre parce que les romancières, parce que c'est surtout des romancières historiques, Oui. C'est un prétexte, l'histoire. Tu sais, c'est un prétexte, la vraie histoire avec un H. C'est plutôt le roman, l'intrigue, le personnage, la psychologie des personnages qui est importante. L'histoire est là, en background, comme accessoire. Alors, puis ça, je peux vous le dire parce que j'étais carrément dans Peter's Pub, l'historien conseil d'Arlette Couture. Ça, c'est son avant-dernier roman. Arlette est une de mes très, très grandes amies, en passant. Là, c'est pas mal pour ça que je collaborais avec elle. Et je sais comment est-ce qu'elle travaille. Puis, oui, il y a quelque chose d'important dans le background, mais c'est l'histoire qui compte, tu comprends-tu? C'est l'intrigue qui compte. Puis, et bien sûr, le style. Arlette a un style, croyez-moi, là, inattaquable. C'est vraiment fort, là. C'est vraiment très puissant. C'est une personne... J'ai fait aussi de l'animation de radio avec elle, à Radio Ville-Marie, puis c'est une personne là, qui est vive, là, et puis qui... Même dans ses courriels qu'elle envoie sur son Facebook, là, c'est un deuxième degré, là. C'est comme vraiment quelque chose. Alors, elle, c'est ça qui est important pour ses romans, elle, là, tu comprends? Alors, puis j'ai des bonnes amies, là, Micheline Lachance, Pauline Gill, je connais tout ce monde-là, évidemment. Et on est ensemble sur certains projets, dans plusieurs cas. Mais mais moi, je suis un historien. Les autres ne l'étaient pas. Là, Micheline Lachance, elle l'est devenue en passant. Ah oui? Ah oui, Micheline Lachance était rédactrice à l'Actualité, puis avant ça, elle était même, directrice de, je pense que c'était Marie-France, ou pas Marie-France, en tout cas, un des journaux de femmes
Châtelaine, voilà, tu l'as. Marie-France. Ah, Châtelaine. Alors, mais c'était pas une historienne. Puis à un moment donné, ben là, je ne veux pas, là, il y a une caméra, fait que je ne veux pas trop en dire. Mais à un moment donné, sur un de ses livres, je me sentais obligé de dire, comme historien, puis j'ai dit, écoute, j'ai aucun mérite parce que je suis un historien des États-Unis. Ma spécialité, c'est ça, j'enseigne l'histoire américaine. Fait que, tu comprends-tu, je connais les moindres détails, mais à tel endroit, à telle place, il y a comme une réunion de gens qui célèbrent, puis tout ça. Ben, je dis non, c'est pas ça. Dans cet état-là, là, l'esclavage était comme, tu comprends-tu, encore en fonction. Puis là, j'ai expliqué toutes les nuances, là, puis là, je dis, oups, tu sais, c'est comme. Et là, Michel, un petit peu d'orgueil, j'imagine, elle était étudiée à l'Université de Montréal, donc du Québec. Suite à ça. Oui, puis suite à ça, puis elle a eu un bac, même je pense qu'elle a une maîtrise maintenant. Imaginez, elle était déjà très connue, puis tu sais, elle a voulu se donner là, la base historique importante. Même des petits détails, des fois, là, qu'elle passait sur les rentes, par exemple. Tu sais, elle pensait que les rentes étaient terminées en 1853-5. La loi fédérale qui abolit le régime seigneurial. Oui, le régime seigneurial, il était fini. Mais les rentes qui ont continué jusqu'en 1940, là. Oui. Oh, boy, tu sais, c'est comme. Ah, tu sais, il y a des petits détails comme ça que tu peux manquer ton coup. Moi, là-dedans, je ne peux pas manquer mon coup quasiment. Sur les faits historiques, mais je peux me planter sur le style. Voyez-vous, c'est comme complètement différent. J'apprends. Dans un premier, il faut que tu restes modeste. Et j'apprends. Tu fais des erreurs. Et là, moi, je l'ai fait en auto-édition. Ça, c'est une autre paire de manches, hein, que peu de gens connaissent. On est dans une période actuellement de transformation absolument majeure dans le monde occidental. Puis le Québec est loin derrière en passant là-dessus. À un moment donné, il était comme en avant sur bien des choses, mais il est très en arrière là-dessus. Je ne dirais pas en retard, mais en arrière, OK? Comme par exemple, l'auto-édition aux États-Unis, c'est d'une force inimaginable. Ils ont des associations, des blogueurs de romans, des centaines de blogueurs, tu sais, qui analysent ce genre de littérature-là. En France, maintenant, là, ils ont des distributeurs, ils ont des libraires spécialisés là-dedans. C'est un gros marché, la France, au-dessus de 70 millions, là, quand même. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vendre vos livres, mais ce marché-là est soutenu. Il est même soutenu dans la distribution. Tandis qu'au Québec, personne ne veut distribuer des livres auto-édités. Personne. Il y a un monopole, c'est Prologue. Et Prologue, vous êtes édité, auto-édité? Non, je regrette. Il faut que vous soyez un éditeur agréé, reconnu par Québec ou l'ANEL et ainsi de suite. Vous nous donnez un de ces livres-là, on va le prendre, on va le distribuer avec plaisir, mais l'auto-édition, là, au Québec, puis il n'y a presque rien. Il y a juste une petite compagnie de rien qui s'appelle Québec, Book Québec, Bouquin Québec, quelque chose du genre. Mais ce n'est pas l'auto-édition, ça, c'est à compte d'auteur. À compte d'auteur, oui, parce que ça, à compte d'auteur, tu existe, fais il y en a appel pas mal. à un graphiste, à un ci, un ça, tu comprends? Puis tu as des gens qui vont dire, je vais le faire pour toi. Je vais le faire pour toi. Mais moi, je ne prends pas de risque financier. Tu me payes. OK? Alors ça, c'est à compte d'auteur. Auto-édition, tu fais tout. Donc, tu fais tout, là, ça veut dire quoi, comme j'ai fait, là? Ça veut dire que tu fais l'infographie du livre, OK? Tu fais faire l'impression toi-même aux endroits que tu veux les faire. Tu distribues toi-même ton livre. Tu te plugues toi-même dans la post-production, les entrevues et ainsi de suite. Tu fais tout. Si tu ne fais pas tout, ce n'est pas d'auto-édition. Ça peut l'être en bonne partie, mais ce n'est pas de l'auto-édition pure. Donc, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. L'auto-édition, c'est que tu prends ton argent, c'est toi qui contrôles au complet, là. Hein? Tu contrôles les redevances, tu contrôles le titre, tu contrôles tout dans le livre. Ça, c'est vraiment bon, là. Vraiment bon, là. Parce que tu es le maître. Tu te casses la gueule, c'est toi, c'est pas ton éditeur. Tu as fait une erreur, tu vas réparer autrement. Mais tu choisis tout. Je ne veux pas avoir 400 exemplaires, je veux en avoir 35 demain matin. Alors, il y a des endroits pour le faire, il faut que tu les connaisses, c'est tout un chemin. Mais tu vas avoir tes 35 exemplaires. Ton éditeur, lui normal, il va non. Nous autres, on s'en va avec 300, mon ami. Puis on envoie ça dans toutes les librairies, les librairies puis les bibliothèques du Québec. Puis bon, ça marche comme ça. Alors, mais ça c'est aussi, reçu c'est une comment dans les expérience. librairies, par contre? Comment? C'est reçu comment dans les librairies, ce qui est auto-édité? Oui, ça a été bien reçu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vous disais que le marché parisien était très fort. OK? Là-dessus, le marché américain encore plus. Alors, c'était tellement serré dans le marché québécois
hein, l'auto-édition, c'est vraiment tellement difficile de passer pour aller chez Renaud-Bré, puis bon. Parce que j'ai été chez Renaud-Bré au début, comme tout le monde, puis je dis, voulez-vous mettre ça en consignation? Adresse-toi à la centrale, nous autres, on ne fait rien de ça. Tu sais, la librairie de Brossard, par exemple. Bon. Alors, ce que j'ai réussi à faire, imaginez-vous, puis c'est vrai, là, je suis vraiment passé par Paris avant de m'en venir à Montréal. Puis c'est vrai. Et le titre a aidé, soit c'est dit en vrai. passant, La jeune Parisienne. Oui, la jeune Photo Parisienne, ça rouge. aidait, là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une maison d'édition, qui, d'ailleurs, le livre ici, il y a 2 éditions. Il y a l'édition québécoise, puis il y a l'édition française. Ça, c'est en dollars canadiens en arrière, ça, c'est en euros. Alors, il y a une maison d'édition avec laquelle j'ai fait affaire. Et cette maison-là d'édition est en contact direct en France avec Hachette International. Et Hachette International, ce qu'elle fait, elle prend votre livre et elle le met dans le catalogue d'Hachette International. Et Hachette International arrive et distribue ça dans 7000 librairies au monde. 7000 librairies, Y compris au dont Québec. Renaud-Bré, leslibraires.ca, Archambault et tout le kit. Eux autres, ils reçoivent le catalogue. Oh boy, Coteau Rouge, yes! OK, commande-moi ça. Commandez-vous. Alors, je suis rentré chez Renaud-Bré comme ça, chez Archambault comme ça. Puis là, je suis partout. Là, il y a, dans toutes les grandes librairies, mon livre est annoncé. Et à la librairie coopérative d'Édouard-Montpetit. Oui, en premier lieu. Voilà. Mais c'est ça. Et puis, vous savez, quand vous êtes... c'est des choses que tu apprends. Par exemple, je ne savais vraiment pas. Leslibraires.ca, c'est vraiment exceptionnel. Leslibraires.ca, c'est 100 libraires indépendants à travers tout le Québec, hein, qui ont la même plateforme, qui ont le même site web et tout ça. Et puis moi, j'avais la chance de très bien connaître Robert Leroux, le propriétaire de la librairie à lire avec Manon, son épouse Trépanier. Et lui, il m'en a commandé tout de suite 50, là, quasiment. 50 livres, il les a tous vendus en passant. Alors, il met ça sur son site Internet, sa section à lui dans librairie.ca. Et là, tu ouvres librairie.ca, là, le livre est là. Donc, il y a comme, théoriquement, là, il y a comme 100 libraires qui peuvent me l'expédier dans quelques jours. Pas le lendemain matin. Oui, à lire, oui, parce qu'il reste à côté de chez moi quasiment. Mais les autres libraires, ils vont le commander à lui, puis, ou lui, il va le vendre directement, puis il va lui donner sa commission à... Tu comprends-tu, à l'endroit où tu l'as acheté. Alors, j'ai appris plein de trucs comme ça, mais on n'est pas capable de le faire, sincèrement. C'est très, très difficile. Moi, je suis éditeur en passant. En plus, c'est-à-dire que la maison d'édition que je parlais tantôt, là, les éditions Histoire Québec, on a publié 115 titres déjà. C'est du stock, ça, là, 115 titres, c'est du stock. Puis c'est du stock intéressant. Puis on a des gros auteurs, Michel Langlois, puis et compagnie. Alors, je l'ai, l'expérience d'éditeur. C'est ça qui m'a facilité la tâche dans l'auto-édition. Je connaissais toute la structure, toute la dynamique, et ça me facilitait la tâche. Alors, ben voilà. Mais je vais revenir à Longueuil puis à Coteau-Rouge. Oui. Il y a des lieux qu'on peut reconnaître, dont des lieux qui ont déjà existé, dont le Longueuil Boating Club, dont il a été question tout à l'heure avec un de... Oui, il y avait 2 clubs nautiques à Longueuil, dans le vieux Longueuil. 2 clubs nautiques là, sur le bord de l'eau. Quelqu'un parlait du LRA tantôt, mais c'était juste en face du LRA, mais de l'autre bord de la rue. Le LRA, c'est le parc Saint-Charles. Puis il y avait rue Saint-Charles, puis après ça, là, le Excel et le club nautique Excel et le club nautique Longueuil Boating Club étaient un à côté de l'autre. C'était des clubs qui se compétitionnaient. Et on parle de l'époque où il n'y avait pas la 132, donc où on avait accès non, au c'est fleuve. ça, il n'y avait pas de 132. Voilà. À un moment donné, il y a un gros mur. Ça, c'est très impressionnant parce qu'il y avait tellement d'inondations à Longueuil. Il y avait juste à côté du Boating Club, en arrière dans le cour, il y avait un mur de béton qui partait de la place Longueuil puis qui allait jusqu'à la Pratt et Whitney, carrément sur la rue d'Auvergne. Puis pas un petit mur de 3-4 pieds, 25-30 pieds, 40 pieds dans les airs, et large comme ça. Moi, je suis déjà marché dessus, là, un peu. Et pour empêcher, effectivement, là, les inondations. Une partie à la prairie, du bord de la 132. Ah, ça refoulait. Dans la prairie, oui. du bord de la 132, là. Oui. Il y en a un. Oui, il y a un bout qui paraît, là. Oui, c'est ça. Alors, donc, on en revient au Boating Club. Le Boating Club, donc, c'était des gens, il y avait un club de tennis, l'Axan en avait un aussi. Bon. Mais ils avaient une salle de danse, eux autres. Et c'est ça que j'ai retenu dans le roman. Puis une très, très, très belle salle de danse. Vraiment. C'était en plancher là, de bois.
comme tout ciré, là, reluisant, là. Tu rentrais sur la piste puis tu glissais tout seul. C'était vraiment magnifique, là. Alors, mais c'était un peu tough, parce qu'il y avait, à l'extérieur, il y avait une grande galerie sur pilotis. Donc, c'est une galerie. Il y avait quand même une dizaine de pieds là, entre la galerie et le sol. Et malheureusement, j'ai vu des grosses batailles de gens, là, tu sais, quelqu'un qui a flirté sa blonde, puis là, tu sais, il cassait la gueule, puis il passait par-dessus, tu comprends-tu, le balcon, puis boy. Alors, il y a des fois, tu venais, là, tu sais, les fesses serrées, là, tu sais, je suis dans mon petit coin avec ma blonde, puis, tu sais, regarde, on va faire pas de provocation, rien, là. Alors, ça, j'ai vraiment connu ça. Mais c'était vraiment l'endroit pour aller danser sur la Rive-Sud, là. C'était vraiment beau. Et un autre endroit pour faire du sport, c'était, on voit qu'Alexandre, qui est l'amoureux, il jouait, est-ce que c'était au baseball? Oui, au baseball. Au Collège de Longueuil. Ouais. Pour le Collège de Longueuil. Alors, le Collège de Longueuil avait... Là où la commission scolaire Marie-Victorin. On a des photos, Marigot, entre autres de ça, c'est incroyable, là. On a une photo de 1910 à peu près. Et puis, la cour était très, 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 très grande. Oui. Et il y avait des terrains, en 1910, des terrains de baseball, carrément, dans la cour de la commission scolaire Jacques-Cartier aujourd'hui, pour ceux qui... commission scolaire Marie-Victorin. Oui, c'est ça. Elle s'appelait Jacques-Cartier, puis elle est devenue Marie-Victorin. Bon, voilà. Alors, et moi-même, jeune, là, à peu près, quand j'avais 10-15 ans, je jouais à Pee-Wee au baseball, et on jouait là. On jouait dans la cour du Collège de Longueuil. Ça veut dire qu'il y avait quand même un esprit sportif qui était là. Et pour anecdote, à l'origine, là, le terrain allait quasiment jusqu'à... de Normandie? Ou... Oui, Normandie, le bord de Normandie, oui. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, il y a une maison qui s'appelle la Maison de la Prière. Là. Puis avant, c'était donc Maison aux ressources spirituelles. Puis avant, c'était des frères irlandais qui étaient là. Et ils ont un arbre. Ils ont un arbre dans leur cour. Ça se rapprocher. Hein? Ils ont un arbre dans leur cour qui est un arbre archi-méga exceptionnel, mais d'une beauté inimaginable au printemps, parce que c'est des fleurs blanches qui poussent dans l'arbre. Et tu ne peux pas avoir une fleur avant 25 ans. Ça prend 25 ans pour pousser une fleur. Alors, c'est quoi? Mais qui a amené cette... Hein? Alors, il y a une réponse qui peut quasiment pas être contestable, Marie-Victorin. Marie-Victorin. Parce que Marie-Victorin, le frère d'ailleurs. Marie-Victorin qui a créé le jardin botanique, couchait en arrière dans le Collège de Longueuil. Il y avait sa chambre, là. Hein? Puis longtemps, plusieurs années, il est rentré là. Lui, il était très, très jeune, à peine 20 ans au Collège de Longueuil. Puis il restait là quand même, jusqu'à temps qu'il s'en aille au jardin botanique de Montréal, à la fin des années 30, le début 40. Alors, c'est fort probablement lui qui faisait des expériences, mais il les a pas vues. Il n'a pas vu les résultats, évidemment. Hein? Alors, mais ça, c'est quand même intéressant. Et vous allez voir, scoop, dans le prochain film de Marc-André Forcier, le frère Marie-Victorin va jouer un rôle très, très, très important. Et on verra peut-être, mais je ne vous l'ai pas dit, une séquence tournée dans la cour avec l'arbre. Mais ça, il va m'en vouloir jusqu'à la fin de mes jours. OK. C'est entre nous. C'est entre nous. Oui, c'est ça. Alors là, on parle du Collège de Longueuil, qui était en fait le deuxième Collège de Longueuil, puisque le premier était le premier était à Maison Chaboyer. C'est ça. Et le troisième Collège de Longueuil, bien, ça a été l'externat classique de Longueuil, ici même, qui est devenu le Cégep Édouard-Montpetit en 1967, mais qui, à l'époque de Ville-Jacques-Cartier, était l'externat classique de Longueuil, appelé de Longueuil, mais qui était en réalité à Ville-Jacques-Cartier. Elle était définitivement à Ville-Jacques-Cartier. Voilà. Mais Ville-Jacques-Cartier avait mauvaise réputation. La limite de Ville-Jacques-Cartier de Longueuil, le vieux Longueuil, le vieux Longueuil petit bourgeois pour eux autres, ou bourgeois tout court, la limite, c'était ici. Gentilly. C'était Gentilly qui était ici. Et Chemin-Chambly. Le Tim Hortons, c'était le vieux Longueuil. Puis l'externat, c'était Ville-Jacques-Cartier. Ça commençait là. Alors, les pères franciscains, quand ils ont construit l'externat classique ici, qui est devenu le cégep, ont dit on va l'appeler l'externat classique de Jacques-Cartier. Et puis là, malheureusement, c'est mon oncle. Paul Pratt. Mais je ne suis pas d'accord avec lui, là. Bon. C'est Paul Pratt, qui était le maire de Longueuil depuis une trentaine d'années.
mais pas 30 ans d'années à ce moment-là, quand même, là, en 50, Qui a été mais longtemps depuis un bon maire. bout de temps. Mhm. Alors, mais lui, il était le syndic des Pères franciscains à Jacques-Cartier. Il était le syndic. Et là, il leur a dit, écoutez, ça va s'appeler Externat classique de Longueuil. Là, les Pères franciscains étaient vraiment en furie. Là. Ils ont dit, non, 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 écoute, il y a un esprit à ce collège classique-là. Eux autres, hein, c'était comme... des gens qui s'intéressaient aux gens de talent, là, mais qui étaient dans la pauvreté. Puis tout ça. C'est ça leur mission. Là. Fait qu'ils ont dit, il n'y a pas de Longueuil du tout, M. Pratt. C'est bon. Alors là, Paul Pratt, qui était le maire de Longueuil, il aurait dit à un moment donné, bien, écoutez, là, franchement, nous avons Charles Lemoine, Pierre Lemoine d'Iberville qui sont venus ici. Puis là, il mettait les gros noms de Longueuil, puis Longueuil, puis Longueuil. Et là, le père directeur franciscain, il regarde M. Pratt, puis il dit, M. Pratt, là, hein? Si vous aviez ici, là, Longueuil que ça, là, vous apercevriez que tu avais Jacques Cartier. Longueuil, oui. Longueuil. Alors, finalement, c'est Monseigneur Forget qui a tranché. Monseigneur Forget, quand même, a été très, très, très visionnaire. Parce que l'annonce officielle, Monseigneur Forget, c'est lui, finalement, qui décidait tout, a dit, écoutez, je suis très conscient qu'un jour, Longueuil sera le diocèse, et non pas Saint-Jean. Et aussi bien l'appeler tout de suite Longueuil dès le point de départ. Alors, c'était son argument pour que ça s'appelle Externat classique de Longueuil, au lieu de Externat classique de Jacques-Cartier, comme ça aurait dû être normalement. Voilà pour ça. Oui. Et d'ailleurs, c'est ça, dans les premières années des années 50, quand ça a été construit, là, en fait, ça accueillait des jeunes de Ville-Jacques-Cartier, des jeunes talentueux, dont Pierre Vallière, l'auteur de Nègre blanc d'Amérique, qui est venu étudier ici. Nègre blanc d'Amérique, et vous savez, Pierre Vallière, pour les plus jeunes d'entre vous, il a d'abord été connu comme felkiste, membre du FLQ, mais pas celui de 1970 qui est le plus connu, puis pas le premier non plus, mais le deuxième, qui est en 1966. Et il a contesté devant la maison de l'Organisation des Nations Unies, même à New York, pour faire valoir la cause du Québec. Et il a été arrêté avec son compagnon Chagnon. Gagnon. Charles Gagnon. Charles Gagnon. Oui. Oui. D'où le Chagnon. Oui, Charles Gagnon. Alors, ils sont fait arrêter, ils sont fait emprisonner. Et Vallière avait publié, chez Parti pris, un livre qui s'appelle Nègre blanc, ça c'est les Québécois francophones, d'Amérique. Alors, son livre est divisé en deux, puis ça ne se ressemble pas pantoute, hein, c'est deux parties distinctes. Il y a une partie qui est très philosophique, très, très, très philosophique marxiste, mais on ne connaissait pas ça du tout. C'est comme la première fois qu'un Québécois écrivait des trucs avec le nom de Marx dedans. Mais l'autre partie, la plus intéressante pour moi à l'époque, c'était la première. C'était sa vie personnelle. Quand il arrive ado, ici, à Côte-aux-Roses, lui, il appelle ça Longueuil annexe, parce que lui, il était justement plus proche du chemin de Chambly. Sur Saint-Thomas. Saint-Thomas, Briggs et Saint-Thomas. Oui, c'est ça, dans ce coin-là. Oui. Alors, Vallière était quand même un personnage très, très, très important. C'en est un artisan là, de Côte-aux-Rouges. Son livre, pour les plus jeunes d'entre vous, a été mis à l'index par le gouvernement du Québec. Mis à l'index. Alors, personnellement, j'avais un exemplaire, l'original. Mon frère travaillait, évidemment, pour une compagnie qui travaillait au Labrador, exactement. Une compagnie assez connue, ça arrive ça, en passant. Et j'ai envoyé le livre. Mon frère m'a dit, je veux le lire, le livre. Okay. Je lui envoie le livre. Lui, il est à Churchill Falls, et puis dans Taverne, parce qu'il y avait rien que ça, là. Hein? C'est un chantier. Alors, il se met à lire à Taverne, prendre une bière, puis il se met à lire les pages. Tout d'un coup, il y avait un gars de la Sûreté du Québec. Non, c'était l'RCMP même. C'était la Gendarmerie royale du Canada. Il arrive à côté de lui, il dit, Monsieur Pratt, qu'est-ce que vous lisez là? Il dit, mon frère m'a envoyé ce livre-là. Il dit, vous savez que c'est à l'index du Québec? Je ne savais pas vraiment, tu sais. Alors, mes amis, il a confisqué le livre sur le champ, et le lendemain matin, mon frère prenait l'avion pour s'en venir à Montréal, sous la directive de la compagnie des Ourdis Construction, et qui eux-mêmes avaient une directive, finalement, je dirais, de la police... la police militaire. C'est très subversif, effectivement. Alors, c'était très subversif. Oh, oui. Alors, ce que les gens faisaient, savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient? Ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai fait mon livre. Ils achetaient le livre en France, à Paris,
sur les éditions Maspero. Oui. Alors là, tu pouvais avoir le livre en dessous, en dessous du bras, là, comme on dit, mais tu étais parce que tout le stock a été détruit là, pour l'autre. Mais Maspero, en France, l'a publié. Alors, c'était relativement facile d'en avoir une copie malgré tout par en dessous de la table. Ah, puis une autre chose aussi, je m'excuse, qui est intéressante dans ce temps-là, c'est les cinémas. Il y avait beaucoup de cinémas, mais c'était des petits cinémas. Dans le Vieux-Longueuil, là, vous aviez vraiment le cinéma culte, là, c'était le Avalon, qui est devenu le Charlot dans les années 1980, qui est ouvert au début des années 1940. C'était un beau cinéma, comme à 2 étages. Pas comme dans les cinémas là, à Montréal, là, super luxueux, du 2e étage, mais un 2e niveau, disons. C'est là que les amoureux comme Mireille et Alexandre. Mireille et Alexandre vont aller se cacher, bien évidemment, avec si on peut s'attendre. Et puis il y avait des films en anglais, il y avait des films en français, et ainsi de suite. Il y avait un autre cinéma très peu connu, qui n'était pas loin, mais qui faisait sa job. C'était le Rio. Alors, le Rio, lui, il était sur la rue Saint-Charles, mais tout près de la rue La Bonté, donc à l'extrémité là, de la zone, je dirais, touristique. Là. OK? Puis vous aviez un cinéma, le Dieppe, qui était à Montréal-Sud. Montréal-Sud, sur la rue Sainte-Hélène. Hein? À Jacques-Cartier, vous avez surtout le cinéma Vox, qui était populaire, mais qui avait une très mauvaise renommée. Pourtant, l'inauguration, ça a été un gros succès. Vous avez une photo, c'est le Vox. Le Vox, c'est un cinéma très spécial, hein, avec un dôme métallique. Et il existe encore, ce dôme métallique-là. Si vous passez sur Sainte-Foy, là, mais il faut que vous le voyez d'en arrière. D'en arrière, vous voyez très bien la structure métallique originale de l'époque. Alors, au début là, de la photo, l'évêque est là, tous les conseillers municipaux sont là, la salle est remplie, mais ça ne prendra pas de temps, mais vraiment pas de temps, que le clergé va s'en prendre aux petites filles, aux petits gars qui s'embrassent en cachette, puis bon, en tout cas. Et là, on va faire savoir que c'est un cinéma immoral, finalement, à fréquenter. Voilà. D'ailleurs, c'est un cinéma dont on va parler mardi prochain. On a une activité mardi soir prochain de la Société historique du Marigot. On va parler des cinémas et des ciné-clubs également, le ciné-club des Franciscains, d'autre part le ciné-club du Cégep Édouard-Montpetit dans les années 70. Mais parmi les institutions, puis je vais peut-être terminer avec ça avant de prendre les questions, parmi les institutions dont on parle aussi dans le livre, on parle d'une institution qui est née en même temps que Ville-Jacques-Cartier, c'est-à-dire le Courrier du Sud. Et il y a carrément un chapitre qui est consacré au Courrier du Sud, parce que c'est né en 1947, au moment justement où Mireille, dans le roman, arrive. Ils sont très contents de ça, le Courrier du Sud, d'ailleurs. Oui. Bon, le Courrier du Sud, pourquoi? Bien, c'est ça, Jean-Paul Auclair, qui est le fondateur de Place Longueuil, c'est lui qui a acheté Place Longueuil, au grand détriment de Paul Pratt. Qui a acheté, qui a fait construire. Qui a fait construire carrément Place Longueuil, absolument. Alors, il avait parti un journal en 1947 qui s'appelait le Courrier du Sud, comme maintenant. Bon, c'est sûr qu'il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas des photos puis tout ça, là, à grande échelle. Mais c'est ça, quand même. Alors, puis c'est devenu un journal super archi influent. Alors, puis dans l'histoire, pour un historien comme moi, là, qui est fondamentalement davantage un historien pour le moment qu'un romancier, alors, pour moi, c'est une source là, de renseignements là, inimaginable. Je dois avoir passé sérieusement là, toute la collection du Courrier du Sud au moins 3 fois. Tout au complet. Là. Prendre des notes, tout ça, mon dictionnaire, là, puis tout ça, l'historique de Longueuil, puis l'histoire. OK. Alors, c'est incroyable. Et il est encore debout. Il en arrache pas mal parce que, si vous voyez, celui de cette semaine, il y a 40 pages, je ne me trompe pas, 40 pages. Il y en a eu 36 au fait, à peu près 32. Il y a déjà eu, ce journal-là, normalement 120 pages, 140 pages. C'est incroyable. C'est vraiment inimaginable présentement la pression qu'il y a sur les magazines, les journaux. Oui, c'est ça, c'est un contexte même national. Même les gros aussi. journaux ont beaucoup de... Même la presse actuellement, là, ça allait bien. Ils rencontrent... le mur n'est pas loin, fait qu'ils essaient de l'éviter, là, mais ça a changé. C'est très, 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 très difficile actuellement, tout ce milieu-là. Alors oui, il va y avoir une scène au Courrier du Sud qui va venir couvrir, finalement... à la demande, évidemment, de son chum bourgeois, qui a des contacts partout à Longueuil, évidemment, par son père, entre autres. Alors, le Courrier du Sud va venir couvrir la petite fille Mireille,
La jeune, pas petite, la jeune non, fille jeune Mireille. fille, c'est Tu sais, ça. avec son arc de barbarie, puis qui chante devant l'église, puis tout ça, puis avoir une front page en plus. Alors, croyais ça. voilà, alors ça lui donne, là, tout le monde la connaît. C'est un Exact. inconnu total, puis bon, en tout cas, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, j'utilise quand même des éléments très, très, très réalistes. Même des fois, je vais tellement loin, puis c'est là que je n'ai pas encore, puis je m'interroge encore, hein, je n'ai pas encore tout à fait défini jusqu'où je vais dans le détail de l'histoire. Je vais donner un exemple à un moment donné. Je vais vous dire le tramway numéro 48, puis c'est le 48 en plus, là, supposons. Tu comprends-tu? Mais je vais aller le préciser. Il y a une place, j'ai marqué construit en 1913. Là, je dis, oh non, là, je charrie. Oups. Alors, là, ça, j'ai enlevé construit en 1913. Tu sais. Mais j'ai donné le vrai numéro comme l'autobus, de la 74. Oui. La Des 74, à premières l'époque, lignes. était là dans les années 40. À Oui. partir de ce numéro-là, la 74 qui va Les à autobus Saint-Charles. 70, c'était La pas 70, mal dans à les Sainte-Hélène, premiers. 70, 73, 71, 75. 73, c'était Montréal-Sud. Ouais. 71 puis 70, c'était Jacques-Cartier. Là, c'était vraiment Curé-Poirier, et ainsi de suite. Alors, je suis très, très, très méticuleux. Il y a une scène qui se passe au 9e de Eaton. Le 9e, c'est le fameux restaurant qu'on appelait d'ailleurs le 9e. Un restaurant spectaculaire, très, très, très artistique, qui reconstruit l'intérieur d'un bateau transatlantique. C'est fait comme ça à l'intérieur, avec un luxe inimaginable. Mais là, cette partie-là, je l'ai coupée en tabarouette, mais j'en ai mis là, des détails sur la précision, l'architecture, commenter l'architecture de c'est juste un restaurant, mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, c'était les gens, surtout des femmes, une clientèle de femmes, presque toutes des femmes qui allaient là, puis qui s'habillaient là, chic, chic, chic. Mais c'était un restaurant bien ordinaire. Ça ne coûtait pas une fortune, là. Ça coûtait plus cher que bien sûr, que peut-être le restaurant de l'autre côté de la rue, là. Mais c'était quand même abordable. Si tu avais un petit peu d'argent, bien sûr, mais c'était pas le grand, grand restaurant. Il y a aussi une scène au Forum. Il y a une scène au Forum. Aussi. Le Forum, pas la Place Belle. Oui, c'est Forum. ça exactement. Pour lui montrer la dynamique, finalement. Lui, il s'intéresse bien gros au hockey, c'est un sportif. Mhm. Mais elle s'intéresse aux habillements des gens. Parce qu'elle pour aller au Forum de Montréal, là, c'était la sortie, mes amis. Là. Hein, cravate, chemise, cravate, robe quasiment longue. Puis, tu sais, c'était vraiment sur ton 36, comme on dit. En France, je pense qu'ils disent sur leur 31. oui. 36, 31. Alors, voilà. Voilà. Bien, merci beaucoup pour ce panorama à partir d'une œuvre de fiction. Oui. On a eu un aperçu de l'histoire de Longueuil. Pas mal. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions de gens qui se rappellent certains éléments. Ou des questions d'édition, si vous des voulez, ça ne me questions dérange pas du d'édition, tout. Là. des Un questions ou l'autre, d'abord. diversifiées. Pendant que je suis ici. Jacques. Michel, moi, je suis fasciné par quelqu'un qui, toute sa vie, et même encore aujourd'hui, est historien, et qui, du jour au lendemain, décide de se consacrer à la fiction. Tantôt, vous disiez, en parlant de Micheline Lachance, qui est d'abord une romancière, Oui. que vous l'aviez pris un peu en défaut sur des éléments historiques, des de détails. façon sympathique. Oui, sympathique, et ce sont des détails. Mais vos amis romancières ou vos amis romanciers, qu'est-ce qu'ils ont à raconter sur votre premier roman? J'ai pas encore eu de commentaires. Alors ça, c'est pas encore de commentaires, mais mon chum Forcier, lui, moi, je me gêne pas en critiquant son scénario. Il faut qu'il ne soit pas gênant en critiquant le mien. Tu sais, il me dit, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. J'aurais pris un couple avec Jacques Cartier. Puis je dis, bon, mais Marc-André, c'est toi. Tu sais, André Forcier, cinéaste. J'ai dit, c'est toi, là, c'est ton univers, Coteau Rouge aussi. Il a fait un film qui s'appelle Coteau Rouge. Tu sais, c'est comme, auquel j'ai participé comme historien conseil, justement. Ça fait que... Puis son film qu'il fait présentement, là, quand il m'a présenté son scénario, là, j'ai dit, ça marche pas, là. J'ai dit, t'as deux histoires qui sont parallèles, ça marche pas, tu vas passer en cinéma. Mais tabarnouche, il a tout scrappé. Il a scrappé tout son scénario, puis il l'a repris à la scrap. Puis là, j'ai donné des hints, là, comme historien, là. Tu comprends? J'ai donné des hints à frère Marie-Victorin, Marcel Gauvreau. Dont on parle aujourd'hui. Oui, ben vous allez entendre parler de Marcel Gauvreau. Tu as vu sur Radio-Canada. Oui, était-elle l'amende l'amante du frère Marie-Victorin ou non? C'était sa meilleure amie, ça, il n'y a pas de doute. Et le frère Marie-Victorin voulait prendre des vacances avec elle, ses plages du Maine. Bon, en tout cas, j'ai dit, regarde, t'as quelque chose à construire là. Tu sais, c'est comme... Mais au début, j'étais super rough, là. Et puis, même il m'a téléphoné le lendemain. Il m'a dit, hey, tu m'as écorché en tabaslac, là.
sais, il dit vraiment, j'ai été down toute la nuit, là, tu sais, comme il dit. Tu sais, toute la nuit, j'ai pensé à ça, puis aïe, tu étais rough, là, Michel, là, tu sais, j'étais trop rough, là, tu sais, c'est comme... Mais finalement, il m'a dit, oui, toi, tu es capable de me dire ce que tu penses d'un film, mais non pas me dire, c'est bon, je veux un rôle dans ton film. Tu sais, moi, je n'ai pas de rôle dans son film à aller chercher, là. Alors, lui, il m'a dit des vraies affaires, puis c'est vrai. J'ai remarqué ça, je m'en étais pas aperçu, mais les gens que j'ai consultés ne s'en étaient pas aperçus. Il y a des petites affaires qui m'a souligné, puis j'ai dit, OK, j'en tiens compte, c'est parfait pour moi. Je suis là pour apprendre aussi. Mais pas sur le plan historique, mais sur le plan du style, les dialogues, la façon de mener un peu les personnages. À un moment donné, il y a trop d'adverbes entre les pages 20 et 35. Tu sais, oui, de style, et ainsi de suite. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est bon. Là, c'est vrai, c'est correct. On ne voit pas tout. Puis peut-être que ce que j'ai retenu de sa critique, entre autres, c'est que là, j'ai pris à peu près entre 9 mois et 1 an faire le livre. J'aurais peut-être dû prendre 2 ans. Tu comprends? Je veux dire, la prochaine fois, je serai plus patient. Alors, voilà. Pour répondre à ta question, là, qui est très bonne, hein? Les autres, Arlette, elle va sûrement m'en parler. C'est comme, on est deux très, très, très bons amis. Là. Michel Lachance, je la vois moins maintenant. Pauline Gill, elle va probablement m'en parler. Mais tu sais, on n'est pas entré en contact récemment. Tu sais, c'est comme... C'est des amis, là, mais je ne les vois pas tous les jours. Là, tu comprends-tu? Même pas tous les mois. Mais on se rencontre des fois, puis des fois, on travaille ensemble. Mais là, il y a un magnifique créneau, hein, parce que vous l'avez dit. Hein, moi, je suis d'abord historien. Ouais. Et ensuite, bon, je me verse dans le roman comme tel. Ouais. Il y a quelque chose qui est assez prometteur, je pense, au niveau de la rédaction comme telle, d'avoir un historien qui permet justement de bien visser les éléments historiques. Ouais. Parce que je pense, entre autres, à celui qui a gagné le Goncourt, Pierre Lemaître, dont on entend parler énormément avec Au revoir là-haut, Les couleurs d'incendie. Ouais. C'est pas un historien de formation, mais il va aller chercher des éléments historiques pour camper. Mais ils vont tout en chercher, mais tu sais... Mais là, il y a quelque chose d'intéressant dans ta démarche. Mais là, ce que je voulais faire, pour le premier, je ne voulais pas on se le dit, là, je ne voulais pas me casser la gueule. Alors, je voulais être le romancier le plus historien de la gang. Et tu sais, je vais avoir une image, un portrait, une image prête, c'est ça, tu sais, c'est comme, bon, je l'avais fait, puis vous allez voir que ça l'est aussi, là, mais c'est encore beaucoup plus que ça. Alors, je dirais, ce que je dois faire, puis ce que je suis en train de faire, puis c'est ça que j'analyse le plus, jusqu'où est-ce que je peux aller comme historien, tu sais, parce qu'il y a quelqu'un, forcément, il m'a dit à un moment donné, tu sais, il dit, écoute, il dit, wow, tu sais, mettons, tu as des chapitres, c'est écœurant, là, tu sais, sur le style, sur le bon. Mais, chapitre suivant, il dit, je te reconnais, Michel Pratt, historien de Longueuil, même style, même, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Alors, ça, il faut faire que je fasse la part des choses. Jusqu'où est-ce que je peux monter? Peut-être que j'ai coupé beaucoup, mais peut-être que j'ai été trop haut. Je pense que j'ai été trop haut, même à une place en particulier. J'aurais pu m'en passer. Est-ce que c'est dans l'Église? Non, pas du tout. Non? C'est à Montréal-Sud. Ah oui, d'accord. Parce que Montréal-Sud est un des derniers chapitres. Okay. Comme scénariste, j'ai été scénariste aussi dans ma vie, là, mais comme écrivain, là, tu sais, je voulais que les gens tremblent dans l'ambiance de 1947 et de l'influence inimaginable du clergé. OK? Je voulais une scène comme ça. Mais pour la trame dramatique et ainsi de suite, elle n'apporte absolument rien. Elle n'apporte qu'une ambiance. Tu comprends-tu? Je me suis interrogé jusqu'à la dernière seconde. Je le scrape-tu au complet ou je le garde? Mais j'ai une scène là-dedans où tu as... Puis tu sais, beaucoup de gens qui disent c'est pas vrai, ça se fait pas, là. Où tu avais des jeunes filles de 10 ans, 11 ans, qui étaient déguisées habillées en anges, qui étaient déposées sur le toit des maisons, hein, sur la toiture, au gros soleil, là, puis qui restaient figées là, pendant 2 heures, 3 heures de temps sans bouger. Tu comprends-tu? Et ça, là, aujourd'hui, on ne verrait plus ça. Là. On ne verrait plus ça. Il n'y a plus personne. Les personnes qui feraient ça, là, se feraient quasiment arrêter et dire, écoutez, c'est un abus, c'est de la cruauté, là. C'est comme... Mais tu sais, pour l'Église, pour la beauté, la volonté du clergé aussi,
sais, on en mettait des paquets, puis on choisissait il y avait à peu près 4 pieds, là, ces anges-là, 4 pieds et demi, là, tu sais, les petites filles, là. Mais, tu sais, je mets ça là-dedans, là. Il y en a qui vont lire ça, on dit « Aïe, aïe! Wow, que c'est ça, cette affaire-là! » Tu sais, c'est comme... Mais on a des photos de ça. On en a au Mergot, on en a dans le livre sur Ville-de-Moine, entre autres, là, puis les paroisses faisaient ça, tu sais. Alors, j'ai dit « Ben, je vais le mettre, finalement. » Tu sais, c'est comme un portrait social, ce petit chapitre-là. Puis, tu sais, le prêtre avec le dais, là, puis tout ça, là, tu sais, puis bon... Pour nous autres, les plus vieux, c'est comme presque inutile parce qu'on connaît ça. On a déjà vu ça. Les plus vieux, c'est moi, là. Mais pour les autres, là, tu sais, voir des gens porter le dais, puis le prêtre, finalement, l'ostensoir, puis tout le kit, tu comprends-tu? Puis avec une hiérarchie, là, très serrée, tu sais, les marguilliers, la police, tu sais. Puis évidemment, le peuple, ben, lui, à la fin complètement de la parade, là. Alors, j'ai dit, bien, il faut qu'il sache. Je veux dire, regarde. Mais si je suis déchiré dans des trucs comme ça à date, j'ai pas encore réussi tout à fait à trouver l'équilibre parfait, là. Je suis peut-être pas loin, mais je suis encore à réflexion. Donc, on attend la suite, Michel. C'est ça. Voilà. Ça vous va? Ben oui, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et merci, Michel, de toutes ces révélations sur l'écriture et sur Côte-Rouge et Longueuil en 1947 et les années 50. Ça me fait plaisir.